Entre 1998, donc un an après ma naissance, et 2021, le patrimoine moyen des 10% de Français les plus pauvres a chuté de 54% en euros constants, tandis que celui des 10% les plus riches a augmenté de 94% sur la même période. Donc, en l'espace d'à peu près 25 ans, les pauvres sont devenus quelque chose comme 2 fois plus pauvres, alors que les riches sont devenus quelque chose comme 2 fois plus riches. Est-ce que ça vous va comme data? Est-ce qu'on ne serait pas encore plus en train de se faire enculer? Est-ce que ça a peut-être un petit rapport avec les mouvements sociaux qui sont en train de défoncer ce pays? Est-ce que ça a un petit rapport aussi avec les conditions de travail qui se détériorent de plus en plus? Évidemment, tout le monde, évidemment. Donc on en est toujours dans ce pays où ça va faire maintenant 25 ans que les riches deviennent plus riches et que les pauvres deviennent plus pauvres, en fait. Au bout d'un moment, il va falloir dire stop, parce que sinon les gens vont mourir, en fait. Voilà, hein. Parce que bon, les riches adoreraient refaire de la France à pays genre Loki tiers-monde avec genre des travailleurs qui sont prêts à tout pour eux, évidemment. Mais on va pas se laisser faire, en fait, tout le monde. Oups là, pardon. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. D'autant plus que les patrons, là, vous savez, tous ces gens qui nous cassent les couilles avec l'argent public à longueur de temps. Vous savez ce qu'ils ont fait? Alors, la data est un peu marrante. En vrai, ça dit pas grand chose politiquement, mais la data est un peu marrante. Lors de son université d'été organisée à Roland-Garros, le président du MEDEF a critiqué la gestion des finances publiques, appelant à réduire les dépenses de l'État. Et bah ça tombe bien! Moi, figurez-vous que j'ai une très bonne façon en fait de réduire les dépenses de l'État. Alors c'est les dépenses relatives, hein, c'est-à-dire que l'État va dépenser toujours autant, mais on va augmenter les recettes. Vous savez comment on fait par exemple? En supprimant l'aide aux entreprises et en remettant l'impôt sur la fortune. Par exemple, le MEDEF, vous en avez marre des dépenses publiques de l'État? Eh ben arrêtez de taper dans l'oseille de l'État en fait, bande de connards d'assistés de merde. Au bout d'un moment, vous êtes des patrons, vous avez des entreprises. Pourquoi est-ce que vous avez besoin que l'État vous file 200 milliards par an? Au bout d'un moment, qui sont les assistés en fait dans ce pays? Est-ce que c'est les gens qui dominent déjà des centaines de milliers de personnes et qui font travailler tout le monde? Ou est-ce que, genre, c'est nous qui nous faisons exploiter? Merci pour le sub. Et alors, du coup, voilà, le mec est président du MEDEF. Il est devant tous les patrons de France, à Roland-Garros, dans une salle quasiment vide, parce que bon, tout le monde s'en branle des universités du MEDEF, et tout le monde s'en branle. Et du coup, on apprend dans la même actu que l'événement en question, donc les universités du MEDEF, ont été financés pour un quart de million d'euros par de l'argent public. Donc le mec, il a été prod dans l'argent de l'État, il a été tapé un quart de million pour organiser son événement gaze. Hein. Regardez, il n'y a personne dans les tribunes. Il y a son père, pour dire qu'il faut arrêter de donner de l'argent aux gens. On va les attraper, hein. On va vraiment falloir qu'on les attrape. Genre, au bout d'un moment, l'indécence dans ce pays, c'est plus possible, quoi. Genre, tu sais, les gens, ils sont là, ils ont plus d'argent que certains hôpitaux publics, tu vois. Et ils sont en train de dire, alors en fait, ce serait quand même bien, qu'on arrête hein, de donner de l'argent public à tout va, hein. Je vais leur baiser le crâne, vraiment. Enfin, je n'en peux plus de ces gens-là. Ils nous rendent tous complètement marteaux. Genre vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et donc du coup, cherchant à toujours trouver plus de thunes, toujours sans jamais aller piocher du coup dans les poches des plus riches, vous savez quelle a été la dernière idée de génie du gouvernement? Ils se sont dit, bon, je peux pas taper dans l'argent des milliardaires, des millionnaires, des bourgeois. Il faut que j'aille chercher l'argent ailleurs. Pourquoi pas casser les couilles
aux serveurs. Vous savez, les serveurs dans les bars, dans les restaurants. Vous savez, les personnes qui sont dans le milieu de la restauration, quasiment parmi les plus exploités avec les gens qui sont en cuisine. Vous savez, littéralement, les serveurs pour lesquels, en fait, une grande partie de leur revenu, en fait, repose littéralement sur les pourboires, hein, ils sont pas bien payés en fait, hein, je veux dire, genre, les serveurs c'est des horaires de merde, c'est des patrons absolument abjects, mais alors vraiment, les gens, les patrons dans la restauration, vous n'avez pas idée à quel point c'est des enculés, c'est du coup attendez, je vais réussir à trouver mes mots, des gens qui se font turbo exploiter, t'es vraiment en bas de la pyramide, t'es vraiment en bas de la hiérarchie quand t'es serveur. Et du coup, le peu d'argent qu'ils arrivaient à se faire un peu à côté de ce truc-là, c'était lié au pourboire, en fait, ce qui est déjà un système de merde. Et au sein de ce système de merde, l'État, qui cherche à faire des économies, on rappelle, s'est dit que, pourquoi pas, fiscaliser les pourboires des serveurs. Allez. Ça vous dit? Genre, il fallait vraiment s'en prendre. Genre, quitte à s'en prendre à des gens, ils se sont dit, tiens, on va fiscaliser les pourboires. Yo, merci pour le traduit scam, merci, Miam... Attends, j'arrive pas à lire ton pseudo. Miam les pastèques pour le truc, on va partir sur la traduit scam, je vais te l'enregistrer. Sauf que, du coup, je reviens sur la capsule, sauf que, écoutez, l'État a décidé donc de fiscaliser les pourboire, voilà, donc jusque là les pourboires, vous voyez, c'était juste de l'argent que les gens donnaient aux serveurs, puis les serveurs ils le mettaient dans leur poche, tout simplement. Et maintenant, l'État aimerait bien pouvoir taxer ça. Voilà. À l'aide. Libérez-moi du fait d'être serveur, je vais buter un touriste. Non mais vraiment c'est l'enfer. Être serveur c'est vraiment l'enfer. Enfin c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est des gens sous-effectifs, c'est des gens qui se font hyper maltraités, c'est des tafs qui sont sous-payés et qui généralement justement le pourboire ça permettait d'avoir une petite compensation. Est-ce que je rêve ou l'éclair était tellement puissant qu'il vient d'éclairer toute ma chambre? Je crois bien. Dagri. Dites-moi que vous l'avez entendu. Le sel vient de se déchirer. Donc oui, vivement le disque, on retourne un peu tout le pays quand même et qu'on bloque un petit peu tout, parce que il est grand temps quand même. Mais donc du coup, par rapport à cette histoire de fiscalisation, de pourboire, de machin, de ce genre de truc, je vous propose un petit article de Europe 1. Désolé, j'ai pas trouvé mieux sur le coup. Alors, oui, il faudrait le sampler cet éclair, il était vraiment bien. Putain de merde. Les pourboires vont-ils de nouveau être de nouveau fiscalisés alors que le dispositif de défiscalisation touche à sa fin? Le projet du gouvernement pour réaliser des économies est de trouver de nouvelles recettes en 2026. J'ai plein d'idées pour trouver des recettes. J'en ai beaucoup. J'ai plein d'idées pour trouver de nouvelles recettes. Moi, je connais des gens qui ont plein d'argent, à qui on pourrait prendre cet argent, plutôt que le prendre à une des catégories de travailleurs les moins bien payés de ce pays, une des catégories de travailleurs les plus exploités de ce pays, peut-être, hein. Peut-être qu'il y a comme des genres de gros vampires de merde qui s'amusent à sucer toute notre force de travail et qui s'amusent à voler toute notre valeur, à savoir les grands capitalistes, hein, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous dit pas, on les déglingue, sachant qu'on veut pas juste taxer les riches, hein, on rappelle que taxer les riches c'est l'étape 1 du plan, hein. L'étape 2 du plan, ça reste quand même de tout leur reprendre, mais chacun en son temps. Alors, donc, sachant que c'est déjà des professions aussi serveurs où on trouve de moins en moins de gens qui sont chauds pour le faire. Parce que pareil, si vous le saviez pas, hein, dans la restauration, c'est très simple, hein. Si vous êtes un travailleur exploité, vous avez deux options a priori. Soit vous êtes blanc, auquel cas vous êtes serveur et vous êtes un poil mieux traité que les gens qui sont non blancs et qui sont directement dans la cuisine. Parce que c'est bien connu que les gens détestent voir des arabes et des noirs. C'est déjà ça, hein, le milieu de la restauration. On est déjà dans ce genre d'environnement. Ils se sont dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas rendre ça encore plus précaire, hein? Ce serait pas bien, là, la team? Let's go. Ou à la plonge. Oui, effectivement, ou à la plonge. Où doit-on trouver 40... Souvent les femmes, d'ailleurs, bref. Où doit-on trouver 44 milliards d'euros d'économies de recettes supplémentaires? La question hante François Bayrou, j'ai failli dire Fillon tellement c'est de droite, qui souhaite désormais mettre fin à plusieurs dispositifs de défiscalisation, dans le viseur notamment les pourboires. Ah bah dis donc. Mais c'est marrant parce que moi il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai entendu Bayrou dire qu'il aimait pas les boomers.
Pourtant, il est conscient quand même que les serveurs, c'est des gens qui ont entre 20 et 30 ans la plupart du temps. Donc, faudrait savoir ce que tu veux, mon ref. Depuis 2022, ils sont exonérés d'impôts sur le revenu pour les salaires rémunérés moins d'1,6 SMIC. L'objectif à l'époque pour le gouvernement, relancer l'établissement qui avait été mis à mal par la crise du Covid. Un plus pour les salariés. Le dispositif doit toucher d'ici le 31 décembre 2025, provoquant l'agacement du personnel de la restauration qui bénéficie de la générosité des consommateurs pour avoir un complément de salaire dans une branche où les payes sont parfois maigres. L'Union des métiers, de l'hôtellerie, de restauration tire la sonnette d'alarme pour beaucoup d'employés, les hôtels, les restaurants, nanana. Bon bref, voilà, on va pas lire l'article en entier parce que j'ai la flemme. C'est marrant quand même que Bayrou soit davantage hanté par essayer de trouver des recettes fiscales qui sont pourtant à sa disposition quand même. Genre il suffit juste de tendre la main, de remettre l'impôt sur la fortune, enfin tout un tas de dispositifs comme ça, tu vois, qu'on pourrait vraiment, le taxe Zuckman, ça, enfin vraiment genre le ref il a vraiment des solutions hein, par rapport à la recette, et il est vraiment hanté par ça plutôt que d'être hanté par, je sais pas moi, les pleurs des enfants violés de Betaram. Je sais pas, enfin le mec a l'air hanté quand même par certains trucs c'est par ça que le mec il est hanté jusqu'au point d'essayer d'aller faire la poche au serveur. Par contre, le reste, vraiment, genre, ça ne le concerne pas, le ref. Bref. Du coup, on parle de fiscalité. Le mec s'amuse à essayer de refiscaliser des trucs qui devraient pas l'être. Donc, parlons fiscalité, tout le monde. Voilà, petit article de Mediapart, journal sioniste de merde, on rappelle, mais qui fait quand même des enquêtes sympas. Fiscalité. Deux rapports accablent la politique pro-riche de l'exécutif. Le Conseil d'analyse économique de l'INSEE vient de publier des études qui montrent une réalité bien différente de celle émanant du récit idyllique de l'Élysée et du gouvernement quant au succès de la politique fiscale menée depuis 2017. Après, pour voir l'échec de la politique menée depuis 2017, il suffisait d'aller sortir dans la rue. En matière fiscale, il n'est toujours pas question pour le gouvernement de faire un quelconque compromis qui remettrait en cause la politique en faveur des riches et des grandes entreprises menées depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée en 2017. Et peu importe si les baisses d'impôts les concernant ont largement participé à creuser un trou béant dans les finances publiques, trou que l'exécutif tente actuellement de résorber par des coupes dans le modèle social et les services publics, ainsi que dans les poches des serveurs. À chacune de ces nombreuses prises de parole au cours de ces dernières semaines, le Premier ministre François Bayrou a ainsi répété qu'une hausse de la fiscalité sur les hauts patrimoines, prônée notamment par l'économiste Gabriel Zuckman, à l'origine d'une proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale, mais rejetée au Sénat, menaçait les investissements français et ferait partir de nombreux chefs d'entreprise à l'étranger. Ce qui est faux, puisque la taxe Zuckman précisément en fait prévoyait ça et en fait disait qu'on allait quand même les taxer. Oh, putain c'est vénère, c'est trop bien. Petite ambiance de fin du monde hein, pendant ce stream. Rejeté au Sénat, menacé de partir chez l'entreprise à l'étranger. Ce qui, de facto, dans l'esprit du chef du gouvernement, provoquerait la ruine de l'économie française, qui, d'après lui, pourtant, est déjà en ruine. Donc, faudrait savoir, en fait, est-ce que, genre, l'État, qui du coup est dans un état catastrophique, comme vous le prétendez, ce qui est, encore une fois, on le rappelle, le bilan de Macron, hein, quand même, enfin, il était déjà ministre de l'économie sous Hollande. Peut-être va falloir assumer, quand même, au bout d'un moment. Impact faible sur l'exil fiscal. Celle du CAE, d'abord intitulée Fiscalité du capital, quels sont les effets de l'exil fiscal sur l'économie, et qui s'appuie sur les dernières réformes menées en France, en Suède et au Danemark, démontre que l'exil fiscal qui serait créé par une hausse de l'impôt sur les 1% des patrimoines les plus élevés aurait en fait des conséquences très négligeables sur l'activité économique. Le CAE prend l'exemple d'une taxe qui ciblerait 1% des plus riches et qui serait censée rapporter 4 milliards d'euros aux finances publiques, soit peu ou prou ce que rapporterait le retour de l'ISF version François Hollande. Dans un tel cas, l'exil fiscal entraînerait au plus une baisse de 0,05% de la valeur ajoutée totale de l'économie française et de 0,04% de l'emploi total. Autant dire quasiment rien. Si l'impact est aussi faible, c'est d'abord parce que le capital, n'est pas aussi volatile que l'exécutif actuel le laisse entendre. Et oui, en fait, les riches peuvent se barrer, c'est quand même toujours les travailleurs qui font le pognon. Hein, on rappelle, c'est eux qui ont besoin de nous, hein, pas l'inverse.
Putain, faut que j'arrête de me perdre comme ça par contre dans les articles. Laisse entendre. En effet, l'étude du CAE démontre que les 1% les plus riches en patrimoine présentent historiquement des taux de départ relativement bas. Seulement 0,2% du top. 1% des Français s'expatrient chaque année, soit 2 fois moins que lorsque l'on considère l'ensemble de la population française. Certes, il reste sensible aux hausses d'impôts sur le capital, mais si l'on prend en compte les années durant lesquelles les hauts patrimoines sont ciblés par la puissance publique, comme en 2013 sous François Hollande, l'augmentation de la fiscalité des revenus du capital a entraîné une hausse de 0,04 à 0,09 points de pourcentage du taux de départ pour les individus les plus affectés par la réforme, soit que dalle. Donc en fait, on peut taxer les riches, hein. Ils ne s'en vont pas, c'est une vérité scientifique. Et même si l'on se concentre sur l'impact sur l'activité des entreprises détenues par les actionnaires qui s'exileraient, les effets négatifs provoqués par le changement de résidence fiscale sont considérablement atténués par d'autres effets dits de réallocation. En effet, nous dit l'étude du CAE, le plus souvent les entreprises se restructurent au moment du départ de leurs actionnaires à l'étranger. Il y est précisé que la disparition de l'identifiant de l'entité... Attends. Il est précisé que la disparition de l'identifiant de l'entité légale de l'entreprise dans les données de l'administration française ne signifie pas nécessairement que l'activité économique de l'entreprise disparaisse, ce qui peut être restructuré ou absorbé dans une nouvelle structure ou racheté par une autre entreprise sur le territoire national. J'ai rien compris. Comprendre, en France, il arrive souvent que les entreprises en bonne santé survivent à l'exil fiscal de leur patron, tout comme l'emploi. Parce que, encore une fois, on rappelle, hein, c'est pas nous qui avons besoin des patrons, ils peuvent se barrer s'ils veulent, c'est eux qui ont besoin de nous, hein, on rappelle. Enfin, dernier point, l'étude du CAE ne considère pas l'impact d'une potentielle évolution de la loi qui viserait à limiter l'exil fiscal. Par exemple, l'instauration d'exit tax ou de boucliers anti-abus. Or, de telles mesures pourraient potentiellement réduire les comportements d'expatriation pour motifs fiscaux, écrit le CAE. Cette idée d'une exit tax est notamment présente dans la proposition de loi portée par Gabriel Zucman, continuellement rejetée par l'exécutif. Ben oui, l'exécutif qui est donc proche du réel et du pragmatisme de l'économie du réel, de la réalité véritable, en fait, refuse d'écouter des économistes dont c'est la formation. Une autre étude publiée le 2 septembre, cette fois-ci par l'INSEE, est venue introduire un autre caillou dans la chaussure de François Bayrou. L'Institut national de la statistique et des études économiques y fait un bilan sur la baisse du taux d'impôt sur les sociétés ramené de 33 à 25% entre 2016 et 2022. Donc là, en gros, ça veut dire qu'on a baissé les impôts sur les entreprises, pas sur les individus. Première conséquence directe de la baisse de ce taux, alors que les bénéfices fiscaux des redevables de l'impôt sur les sociétés a augmenté très fortement entre 2016 et 2022, plus 71%, pour atteindre les 278 milliards d'euros en 2022, le montant de l'impôt sur les sociétés à acquitter avant réduction et crédit d'impôt a lui augmenté dans une bien moindre mesure, plus 31% pour atteindre les 68 milliards d'euros, constate l'INSEE. Attendez, on tente de comprendre ce que ça veut dire. Première conséquence... Le bénéfice fiscal des redevables de l'impôt sur les sociétés a augmenté fortement. Donc en gros, depuis ces politiques, les patrons s'enrichissent. Le montant de l'impôt sur les sociétés a acquitté avant la raison d'avoir lui augmenté de mesure. J'ai du mal à comprendre s'il y a des gens qui sont experts en fiscalité dans le chat. N'hésitez pas à vous manifester. J'ai du mal à capter ce que ça veut dire. Je vais pas vous mentir, hein. Je suis pas une experte dans l'économie. Ribo, tu t'y connais en fiscalité, où es-tu? Viens m'aider, au secours, à l'aide. Puis les entités qui ont le bénéfice... attends, on va passer à la suite, hein, désolé tout le monde, je comprends rien. Puis les entités qui ont le plus bénéficié de cette baisse d'impôts massive mise en œuvre lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron sont les plus grands groupes. L'INSEE nous apprend notamment que le taux implicite d'impôt sur les bénéfices des grandes entreprises, c'est-à-dire le montant d'impôt acquitté rapporté à leur excédent net d'exploitation. Alors, le montant d'impôt acquitté, du coup, ça veut dire les impôts qu'ils ne payent pas. Et l'excédent net d'exploitation, je crois que c'est l'argent qu'ils font en trop.
C'est réduit de 5 points de pourcentage. Je comprends rien, putain. Je suis désolé, genre. Je comprends rien, j'ai la flemme. Simple mais confus. C'est normal, pas de guerre économique. Alors, spoil la vidéo à venir de Ripo. Désolé, j'ai du mal à capter. Désolé, j'ai du mal à comprendre. Je vais pas vous mentir, les trucs de fiscalité. C'est beaucoup plus que ce dont bénéficiaient les petites et moyennes entreprises, dont le taux implicite d'impôt sur les sociétés n'a reculé que de 1,7 points pour s'établir. En gros, je crois que les énormes entreprises payent de moins en moins d'impôts, alors que les petites entreprises raquent toujours autant, ou du moins raquent un tout petit peu moins. Ça doit être un truc comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Un constat tout à fait intéressant quand on sait que l'exécutif de François Bayrou refuse, en l'état actuel des choses, de prolonger en 2026 la surtaxe exceptionnelle instaurée en 2025 sur les bénéfices des grandes entreprises réalisant plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, afin qu'elles participent à l'effort de solidarité nationale. Mais point trop, n'en faut. Donc en gros, à la fin, les riches s'enrichissent, hein, c'est quand même un petit peu plus ou moins l'introduction de cette capsule, hein, finalement, qui juste est expliquée de façon très complexe. Alors attendez. En gros, leurs bénéfices augmentent, mais les impôts qu'ils doivent payer sur ce bénéfice diminuent. D'accord. Merci. Bah écoute, c'est plus clair. Toujours est-il que de toute façon, c'est... J'ai l'impression qu'en fait, on me traduit toujours de 20 façons différentes. Comment est-ce qu'à la fin, on demande moins d'argent aux riches, hein, quand même, dans cette histoire. Tout ça pour dire que voilà, le bilan hein, des politiques menées par Macron sur ces 2 derniers quinquennats ne sont pas bons. Les chiffres sont pas bons. Hein. Je veux dire, là, on est quand même sur... Est-ce que du coup, tous les cadeaux qu'ils ont fait aux riches les ont moins fait partir? Non. Est-ce que ça a augmenté les inégalités dans ce pays? Oui. Voilà, tout simplement. Donc la conséquence directe n'est absolument pas une baisse de l'exil des richesses et des riches. C'est surtout qu'à la fin, on s'appauvrit tous quand même collectivement. Hein. C'est surtout ça qui se passe. Je voulais quand même, du coup, au milieu de tout ce merdier, faire un petit rappel de... C'est quoi déjà qui proposait Bayrou dans son budget? Je me souviens plus. Petit retour sur le budget de Bayrou quand même. Il voulait du coup supprimer 2 jours fériés, faire disparaître la 5e semaine de congé, geler les pensions de retraite et les prestations sociales, donc à savoir pas de hausse du RSA, des APL, de la H et des allocations familiales pendant 1 an, alors que normalement elles augmentent par rapport à l'inflation. 5 milliards d'euros d'économies sur la santé, voilà, parce que genre c'est bon, vous vous cassez trop les couilles, les hôpitaux, vous trouvez pas qu'ils sont un peu trop remplis, enfin pas, pardon, remplis d'équipements, vous trouvez pas qu'il y a assez de médecins, hein, ça en est trop. C'en est trop. Réduction du délai de prescription pour contester un licenciement abusif. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez 12 mois pour contester un licenciement abusif. Maintenant, 4. Donc, vous ferez votre dépression plus tard. Hein, c'est bon, vous cassez les couilles. Suppression des 35 heures. Allongement du délai de carence maladie. Indemnisation à partir du 7e jour au lieu de 4. Donc, pareil, hein, tombez pas trop malade. Hein, c'est pas le projet. Pas de remise en question des 211 milliards d'euros d'argent public distribués dans le privé. Oui, 4 mois, oui. Doublement des franchises médicales et un départ en retraite sur 3 non remplacés dans la fonction publique. Donc toujours moins de fonctionnaires, donc toujours moins de toubib, hein, toujours moins de tous ces trucs-là, mais toujours plus de flics, hein, ça c'est important. Aucune mesure fiscale contraignante sur les grandes fortunes. Voilà, on rappelle quand même, c'était ça hein, le budget de Bayrou, c'est pour ça qu'on va dans la rue le 10 septembre. Genre, qu'est-ce qu'on a vu dans cette capsule aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a vu dans cette capsule aujourd'hui? Ils sont prêts à tout pour ne pas prendre de l'argent dans les poches du patronat, les gens. Je suis désolé, genre, il faut le dire tel quel. Genre, les mesures que propose la Bayrou, c'est des mesures qui sont tellement violentes, ça va tuer des gens. Tout simplement. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe quand tu soignes moins les gens? Qu'est-ce qui se passe quand tu prends les thunes dans les gens les plus précaires? Qu'est-ce qui se passe quand... genre, tu permets des licenciements abusifs plus simples et plus faciles? Les gens meurent, en fait. Les gens meurent. Et genre, et le mec a tellement pas d'imagination sur comment augmenter les recettes de l'État qu'il est prêt à aller taper dans les pourboires des serveurs. Vous vous rendez compte? Bref, fin de capsule autour de
Comment est-ce que les riches continuent de nous enculer dans ce pays? Voilà, je vais continuer les petites capsules qui donnent envie de péter un plomb pour bien chauffer tout le monde avant le 10 septembre, tout le monde. Parce que là, il va clairement falloir faire quelque chose. C'est du foutage de gueule. C'est vraiment du foutage de gueule. C'est pas possible qu'ils aillent se faire enculer. Ils n'ont aucune légitimité démocratique et ils veulent nous baiser avec du gravier, d'accord tout le monde? Est-ce que vous allez vous laisser faire? Sérieusement, c'est plus possible là. On a l'impression... Moi et Tortank, on a l'impression quand même que là, on est un petit peu en train de se foutre de notre gueule. Et moi, j'ai un petit peu le sentiment qu'ils sont en train de tester à quel point... Ils sont en train de tester jusqu'à quand est-ce qu'on va lâcher, je pense. C'est pour ça qu'il faut les niquer. Puis il y a eu Betaram entre temps. Enfin, non mais vraiment, c'est une immense dinguerie. Genre vraiment, c'est une immense dinguerie. J'en peux plus. Genre, il y a pas une seule info qui donne envie, tu vois. Genre, Macron, je crois qu'il est soutenu par 6% des Français maintenant. Genre, c'est encore en train de baisser. Genre vraiment, c'est le président le moins populaire, le premier ministre le moins populaire. Est-ce qu'au bout d'un moment, dans une démocratie qui fonctionne correctement, ces gens-là sont censés rester au pouvoir? Vraie question, hein. Et on rappelle que pendant cette période-là, le Parti Socialiste est en train de sucer, mais queue sur queue, afin de pouvoir être au gouvernement de Macron, genre fort qui s'est dit à la disposition d'Emmanuel Macron, hein, au milieu de tout ce merdier. Hein. C'est vraiment des collabos, hein, vraiment, enfin genre... Bref. On va passer à la suite. Écoutez, on a pas mal parlé de haine des riches. Maintenant, il va être temps de politiser tout ça. Et on va partir sur des petites capsules sur le marxisme. Et qui sur YouTube, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce, commentaire, tout ça.